Salut tout le monde et bienvenue sur Zero One Motivation. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Avant de commencer ma vidéo, j'aimerais m'excuser pour ce bon bout de temps que j'ai pas fait de contenu. C'est juste dû au fait que je n'allais pas bien, j'avais un rhume. Donc maintenant ça va bien et je vous reviens encore avec un nouveau projet. Alors le projet, c'est un ensemble de vidéos, c'est une formation qui vous permettra à ces personnes qui sont amateurs de business, à ces personnes qui chôment, à ces personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, soit la vente d'un produit, soit la vente de certains services, des vidéos qui vous permettront de démarrer ces projets-là, qui vous permettront de vous maintenir dans l'activité ou qui vous permettront encore d'augmenter vos entrées. Si vous êtes nouveau, je vous invite à vous abonner et surtout activer la cloche de notification car dans cette série de vidéos ou encore dans cette playlist, je vous présenterai des cours ou encore des formations et des vidéos qui vous permettront de non seulement démarrer votre business, en plus maintenir votre business et enfin augmenter vos entrées. La vidéo que nous ferons aujourd'hui, ce sera une vidéo sur les étapes du lancement de business, mais nous n'allons pas aborder tous les points parce que nous allons aborder les points qui seront facilement compréhensifs. Parce que on ne va pas se mentir, on ne peut pas faire une formation entrepreneuriale pour donner peut-être à quelqu'un qui n'a pas fait certaines études, pour donner à quelqu'un qui ne peut pas comprendre certains mots. Donc c'est pourquoi dans ces vidéos-ci, je vais prendre mon temps pour éviter de vous donner des thèmes qui seront difficiles pour passer sur ces étapes-là qui ne sont pas nécessaires pour ceux qui lancent des petites entreprises ou pour ceux qui lancent des grandes entreprises, car cette vidéo est faite pour ceux qui veulent débuter dans le business, pour ceux qui veulent se lancer mais qui ont peur parce que nous savons tous que beaucoup de personnes veulent se lancer mais ont peur de se lancer parce qu'ils n'ont pas assez de moyens, peut-être parce qu'ils ont peur d'échouer, alors que l'échec, c'est une partie du business. Donc, en regardant ces vidéos, la probabilité pour que vous échouez dans votre business, dans le début de votre business sera très réduite. Donc, je commence par me présenter. Moi, c'est Dilo Wilfried, analyste d'affaires. Le lancement d'un business consiste à passer sur 4 étapes. Donc, j'aborderai une seule étape dans cette vidéo qui est l'évaluation, la définition et l'évaluation de notre idée. Alors, avant de lancer toutes sortes de business, la première question qu'on se pose, c'est quel est le besoin? Après, quel est le besoin? Qui est mon client? Quel est le besoin? C'est l'idée là que vous allez mettre sur pied. Ça veut dire, vous regardez autour, le besoin, ça peut être un produit ou encore ça peut être un service parce que ce sont les deux catégories de business qui existent. Quand on dit deux catégories de business, ça veut dire soit tu vends un produit que tu produis de toi-même ou que tu as d'un fournisseur, donc que ton fournisseur te procure et toi tu vends, soit tu vends des services à une personne ou encore à une entreprise. Soit tu vends des services à ton client, soit tu vends un produit à ton client. Mais quels que soient les deux cas, il faut te poser la question, quel est le besoin? Quel est le service là que les gens ont besoin? Et être original dans ton idée. L'originalité, c'est ce qui va te faire gagner. C'est ce qui va te faire te démarquer des autres businessmen. Parce qu'il faut savoir que dans ce monde, il y a une très grande compétition. Dans cette vidéo, je ne vais pas parler de compétition. Je l'aborderai dans une autre vidéo. Comment s'échapper de la compétition, comment se démarquer. Mais il faudrait une idée originale qui te permettra de te démarquer des autres. C'est pourquoi on se pose la première question, quel est le besoin? Quel est le besoin? Alors, si le besoin, par exemple, c'est les techniciens de téléphone, je ne sais pas quoi, d'ordinateur. Alors, si vous êtes technicien d'ordinateur et que vous avez votre kiosque, sachez que vous aurez aussi la concurrence parce que beaucoup de personnes seront concurrentes avec vous, sauf si vous êtes dans un endroit où il n'y a pas peut-être de technicien, ou sauf si, ça c'est un exemple, vous pouvez être technicien qui vend d'autres pièces électroniques, ça c'est aussi une originalité. Mais si tout le monde le fait déjà, vous pouvez par exemple aussi être un technicien qui fait des dépannages de téléphones et d'ordinateurs à domicile, ce qui vous évitera peut-être d'avoir un kiosque et qui vous fera
travailler chez le client à domicile, n'aura plus à se déplacer. Ça, c'est aussi une idée. Bon, je prends l'air en l'air. Ça vous permettra de vous différencier des autres. Donc, l'originalité, là, c'est ce qui vous différencie des autres qui font dans ce même business. Si vous n'avez pas d'originalité, il est fort probable que ceux qui ont lancé ce business avant vous ont déjà toute la clientèle et vous n'allez pas vous en sortir. Donc, après un peu de temps, vous allez devoir arrêter avec votre business parce que ça ne marchera vraiment pas. Donc, je vous conseille de choisir une idée qui aura une originalité. Il faudrait aussi savoir que je peux avoir une idée, mais différencier cette idée-là. Ça veut dire, je prends l'exemple, je suis peut-être ceci, je prends l'exemple si je suis peut-être plombier. Si vous faites peut-être la plomberie, je prends un exemple en l'air, je sais pas. Je vous invite, lorsque je vous rends un service, je fais peut-être des maintenances sur ce service-là au bout peut-être de 3 mois, ce qui va me différencier des autres entreprises. Donc, le client saura que si je prends les services sur celui-ci, je vais bénéficier d'une maintenance de 3 mois. Vous pouvez aussi rendre un service. Si vous prenez peut-être ce packaging, je vais vous offrir telle chose. Ça aussi, c'est une différenciation dans des bonus et autres. Les services après-vente, ce sont là les points qui permettront de vous différencier des autres. L'originalité maintenant. Qu'est-ce qui vous différencie? L'originalité. En quoi est-ce que vous êtes original? Qu'est-ce qui vous différencie des autres? C'est le point le plus important. Et je vous invite de prendre votre temps lorsque vous mettez votre idée sur place, de réfléchir à ce qui va vous différencier des autres, ce qui vous rend original. Alors, le deuxième point, c'est qui est mon client? Qui est mon client? Lorsque vous définissez votre produit ou votre service, il faudrait bien l'évaluer. Qui est votre client? Alors, comme je l'ai dit au début, si vous avez un produit et que vous n'avez pas un client, vous ne faites pas du business. Mais vous naviguez plutôt en perte parce que votre service ne sera peut-être jamais acheté ou votre produit ne sera acheté par personne parce que vous n'avez pas de clients. Alors avant de lancer un business ou avant de choisir cette idée, mettez plusieurs idées au sol et savoir si vous avez des clients. Déjà, j'aimerais vous rappeler que si même autour de vous, vous ne voyez pas quelqu'un qui peut être un potentiel client, sachez que vous naviguez dans rien parce que si déjà vous n'avez pas des personnes qui peuvent vous encourager lors du lancement de votre entreprise, là je ne parle pas des finances, mais je parle de vos services et autour de vous. Personne ne peut acheter vos services, surtout vos proches. Alors sachez que même s'ils ne veulent pas vous dire, votre produit ou votre service ne servira pas. Votre produit ou votre service n'est pas à la hauteur de celle de la concurrence. Parce que si c'est à la hauteur, les proches vont vous dire, si vous lancez ce produit ou ce service, évidemment, moi, je me porte garant de t'aider en achetant tes services ou en achetant tes produits. Et sachez que lorsqu'on a un service ou un produit qu'on vend, avant de débuter, on fait ce qu'on appelle une enquête formulant un questionnaire et on envoie à des personnes pour répondre, pour voir les intérêts à ce produit. L'enquête n'est pas seulement en faisant un questionnaire, non. Par exemple, vous pouvez faire une partie, si c'est un produit que vous vendez, vous allez d'abord créer une quantité, même si c'est minimal, et prendre cette quantité-là, partager à des personnes autour de vous. Par exemple, si c'est un produit peut-être pour se oindre, si c'est un produit à caractère alimentaire, donc il faut goûter, vous faites d'abord une quantité et vous donnez à tout le monde autour de vous. Lorsque vous donnez à ces personnes-là, vous faites maintenant le questionnaire. Ça peut être par un Google Form. Je vais vous montrer ce que c'est que Google Form. Sur mon écran, Google Form, en fait, c'est une application de Google qui permet de recevoir les avis des gens. Donc, vous faites les questionnaires. Dans le questionnaire, les parties les plus importantes. 1. Avez-vous goûté à mon produit tel? S'il dit oui, bon, on regarde ces trucs-là. 2. Comment vous avez trouvé le produit? 3. Est-ce que si je refais ce produit, vous allez consommer? Si la personne dit oui,
4, et qui est la dernière question. Combien est-ce que vous pensez que vous pouvez consommer, peut-être sur une fréquence hebdomadaire ou une fréquence mensuelle? C'est vrai, beaucoup de personnes vont mentir, mais je peux vous assurer que si ce produit ou ce service que vous avez rendu à ces personnes ont été intéressants ou les ont intéressés, ils ne mentiront pas. Et ils vous diront qu'ils sont intéressés. Et autres. Ne prenez pas le nom de la personne parce que lorsque vous prenez le nom de cette personne-là, lui, il a peur peut-être que vous n'allez pas trouver sa manière d'agir bonne. Donc, ne prenez pas le nom de cette personne. Contactez-vous plutôt des résultats que cette personne va donner. Ou encore, vous pouvez partir encore, même sans avoir un formulaire Google, vous pouvez juste prendre un papier et écrire ces questions que je vous ai dit parce que je sais que beaucoup n'ont pas d'appareil électronique. Beaucoup, par exemple, ne savent pas utiliser Google Forms. Donc, je ne vais pas insister sur ça, mais ce que je vais vous demander de faire, c'est de faire dans ce questionnaire. Lorsque vous goûtez à cette personne gratuitement, vous demandez son avis sur ce questionnaire. Je vous rappelle, si ces personnes disent le produit mais c'est vraiment bon, vous-même vous jugez son expression faciale lorsque vous leur rendez ce service ou ce produit. Si son expression faciale c'est bon, vous saurez automatiquement par son expression faciale. Donc malgré qu'il ait fait des notes, vous devez aussi faire vos propres notes. Que j'ai constaté que le client était fier du produit quand il mangeait. Oui, il voyait le produit si délicieux, il dégustait le produit. Comme le client n'a pas apprécié, malgré son résultat, vous savez déjà ce qu'il ressentait. Il est très difficile en ce qui concerne l'alimentation de montrer une expression différente de ce que l'on ressent lors de la consommation du produit. Donc, vous aussi, vous devez noter cette expression faciale-là. Sachez que lorsque le client répond à ce questionnaire ou encore à votre enquête, si le client met « mais », il y a deux choses à savoir. S'il dit c'est bon, que c'était juste oralement que vous avez posé les questions, c'est bon, mais il y a... Et que son mais n'est pas suivi des éléments qui pourront vous aider à améliorer. Je ne dis pas des éléments qui montrent que votre produit a des éléments négatifs, mais qui montrent que votre produit, qu'il y a des éléments qui pourront améliorer votre produit, c'est qu'il n'a pas aimé. Par exemple, c'est bon, mais je trouve que ce n'est pas trop bon, ce n'est pas trop sur le marché, mais je trouve que tu dois un peu essayer de faire mieux. Mais je trouve que ça, ce sont des choses qui vous montrent que ce c'est bon n'est pas vraiment bon. Mais si par contre, c'est bon, mais il y a trop de sel, c'est bon, mais je trouve que c'est un peu trop lourd, c'est bon, mais je pense que le gingembre améliorera le truc. Ça, ce sont des réponses de c'est bon que vous devez confirmer. Ce sont des réponses qui sont constructives et ces réponses constructives, c'est celles qui doivent être considérées dans le cas où le client a apprécié la marchandise. Ça, c'est le deuxième point. Évaluer vraiment qui sera votre client. Avec cette enquête, ça vous permettra de savoir si le produit est intéressant, si les gens sont intéressés par le produit autour de vous, avant maintenant d'attaquer ce qui concerne tout le territoire ou encore tout potentiel client. Ce que beaucoup de personnes ignorent, c'est que le marketing se fait même avant la production d'un produit. Je sais que des spécialistes du marketing vont me dire non, c'est faux parce que le marketing, c'est à la vente et après le service vente, mais c'est faux parce que même le formulaire que nous faisons, c'est un marketing. Même cette enquête que nous faisons, c'est déjà un marketing. Lorsqu'on vous rend ce service gratuitement, vous avez encore besoin de ce service-là, c'est encore le marketing. Et une des étapes les plus importantes du marketing qui permet d'avoir nos clients, de savoir qui sont nos potentiels clients, c'est ce qu'on appelle le ciblage ou encore en anglais, ou le mot le plus connu, targeting. Il faut savoir que le ciblage ou encore le targeting, c'est cette méthode-là qui permet de grouper nos clients par centre d'intérêt, de grouper nos potentiels clients. Ça veut dire, si je me lance dans un business et que j'ai
pas une cible. Je dois avoir un client, oui, mais ce client doit être ciblé pour ne pas perdre le temps à vendre un produit aux gens qui ne sont pas intéressés par ce produit. Lorsque je cible, je connais qui est mon client. Le ciblage se fait généralement après le questionnaire, c'est vrai, mais après le questionnaire ou l'enquête, c'est vrai, mais il y a plusieurs manières d'enquêter. Vous pouvez faire le ciblage même sans avoir de contact avec votre client. Je prends l'exemple. Si je vends des serviettes hygiéniques, ma cible, ça sera les femmes, par exemple. Ma cible sera les femmes. Et s'il n'y a pas de femmes autour de moi ou de là où je vends mon produit, alors je navigue en paix parce que personne ne va acheter mon produit. Personne n'achètera mon produit parce que j'ai ciblé ma clientèle, c'est vrai, mais je constate qu'autour de moi, je n'ai pas de clients. Donc, la question de qui est mon client, là déjà, je n'ai pas de client. Et le ciblage se fait généralement le ciblage est généralement de 3 catégories. Et c'est vrai, je connais ces catégories en anglais, mais j'espère qu'en français, c'est pareil. Par exemple, nous avons ce qu'on appelle premièrement demographic targeting. Et c'est le ciblage démographique. Lorsqu'on parle de ciblage démographique, on cible avec l'âge. Par exemple, si je vends des bonbons, je sais que ces bonbons que je vends pour des enfants. Donc, je dois regarder, est-ce qu'il y a des enfants là où je suis? S'il y a des enfants, c'est qu'alors ma cible est là, j'ai le client. Nous avons, comme j'ai dit dans le ciblage démographique, nous avons le ciblage avec l'âge, nous avons le ciblage avec le sexe pour le cas des serviettes hygiéniques que j'ai pris tout à l'heure. Nous avons le ciblage en fonction des entrées parce que si ma marchandise est faite pour des gens, je dois regarder est-ce que dans la population, quelle est l'entrée de mes clients ou des clients que je vais atteindre. Je peux vendre un produit de 100 000 dans une zone où des personnes ne touchent même pas 150 000 ou ne touchent même pas 100 000. Nous sommes d'accord que ça ne réussira pas. Donc c'est pourquoi on doit aussi prendre compte de ces caractères d'entrée ou encore income en anglais que tout le monde connaît. Le deuxième point, c'est le ciblage géographique. Le ciblage géographique, on parle généralement des gens qui ont la même location. Ça peut être aux alentours de toi parce que tu ne te déplaces pas pour partir vendre ton produit ou un endroit que tu fréquentes le plus. Donc, c'est cet endroit-là qui doit être où tu dois cibler ta clientèle. Donc, il faut savoir que la demande de certains produits et certains services est généralement liée à la location de ces personnes-là. Par exemple, si je suis dans une zone où il fait très très froid, je ne peux pas décider de vendre des climatiseurs aux gens, jamais, ça ne va jamais marcher. Dans des endroits où il y a des techniciens, où tout le monde peut-être, où il fait peut-être très chaud, je ne peux pas décider de vendre des chauffages aux gens. Là, ça ne va pas aussi marcher. Donc, ça dépend aussi de la zone géographique. Peut-être si je vais construire des maisons, il y a des endroits où on ne peut pas construire des maisons en planches et je ne peux pas décider de vendre des planches pour des constructions de maisons aux gens. Le dernier point de ciblage, c'est le ciblage de comportement. Donc, dans ce cas-ci, on cible les gens en fonction de leur comportement, leur culture surtout leur culture. Vous n'allez pas arriver quelque part où des gens sont végétariens et vouloir vendre un produit non veg, par exemple de la viande ou par exemple de la viande ou du poisson ou des œufs. Ce business-là ne va pas marcher. Vous ne pouvez pas aller dans un quartier où des personnes sont très délinquantes, un quartier dangereux, pour vendre une marchandise où vous allez marcher entre la population. Ça va vous mettre en danger. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles des entreprises comme Amazon et autres ont fermé dans nos pays en Afrique, parce qu'il n'y a pas assez de sécurité. Bon, je ne vais pas entrer dans ces détails-là, mais je pense que il faut aussi prendre compte du comportement. C'est vrai, il y a beaucoup d'autres ciblages. Et même lorsqu'on parle des ciblages, certains ont l'attitude de séparer cultural targeting, le ciblage culturel, mais moi, je ne vais pas partir dans ce cas-là.
Par exemple, si des gens portent une habit des gens sont d'une région et tu peux vendre les habits traditionnels, tu vends les habits traditionnels d'une autre région, ça va pas marcher. Moi, je classe généralement ça dans behavior targeting qui est le ciblage comportemental. Donc, là, pour savoir qui est votre client, vous devez passer automatiquement par le ciblage. Sans ciblage, vous ne saurez jamais si votre entreprise, si vous avez effectivement un client. Donc, vous devez être sûr d'avoir un client, sûr d'avoir défini votre produit et avoir une originalité sur votre produit et mettre produit ou service, je parle des deux cas, et faire à ce que vous n'ayez pas une seule idée sur l'idée. Ça veut dire votre produit, votre service soit l'idée générale et maintenant les originalités, soit les détails que vous allez prendre et raccoler à ces produits ou services. C'est ce qui vous différenciera des autres et qui vous permettra d'éviter la compétition. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment se lancer ou trouver des finances et autres. Mais je vous invite, si la vidéo vous a plu, à liker, commenter pour donner votre point de vue, surtout les commentaires, j'en ai vraiment besoin. Et partagez aussi cette vidéo. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez la cloche de notification. On se revoit pour la prochaine vidéo. Merci.